Bonjour tout le monde et merci d'assister à notre webinaire d'aujourd'hui, Rendons Revera public. Je m'appelle Catherine Gagnon et je fais partie de l'équipe de mobilisation du Bureau national de l'Institut à Ottawa. Linda Salis de la Fédération canadienne des syndicats d'infirmières et d'infirmiers et Debbie Davio, présidente de l'Institut, co-animeront le webinaire avec moi aujourd'hui. Merci d'être avec nous, Linda et Debbie. Bonjour et merci aux gens qui assistent à notre webinaire aujourd'hui. Je suis très heureuse de voir que tant de nos membres sont prêts à participer à cette campagne et à faire pression pour faire passer Revera en propriété publique. Je sais que beaucoup de nos membres ont été choqués et bouleversés d'apprendre que notre régime de retraite est entièrement propriétaire d'un exploitant d'établissement de soins de longue durée à but lucratif. Le modèle d'affaires de Revera continue d'être à la source de taux d'infection et de décès par COVID beaucoup plus élevés que dans les établissements publics. Et je tiens à remercier Linda Salis d'être avec nous aujourd'hui pour nous faire profiter de son expertise et des connaissances de ses membres sur cette question importante. Depuis 2003, Linda Salis est présidente de la Fédération canadienne des syndicats d'infirmières et infirmiers qui représente 200 000 membres. Linda est une militante passionnée. Elle fait la promotion d'une meilleure compréhension et d'un plus grand dynamisme en matière de justice sociale, de déterminants sociaux de la santé, ainsi de la politique publique qui améliorera l'équité socio-économique, comme la sécurité de la retraite pour les travailleurs et travailleuses, un programme national d'assurance médicaments, des services universels de garde d'enfants et un meilleur accès aux services publics pour les communautés autochtones. Et une bonne amie de moi et un très bon collègue. Bienvenue, Linda. Bonjour, Debbie. Bonjour, Catherine. C'est un plaisir d'être ici aujourd'hui. Quelle bonne idée d'avoir un webinaire sur où notre argent va, où votre argent va, point de vue de vos plans de retraite, mais aussi de parler de santé. Ça, c'est important que ce soit plus que les travailleurs, travailleuses de la santé qui parlent de la santé, qui parlent de nos soins de longue durée. Alors, on va passer une bonne heure. Si c'est comme la session anglophone hier, il va y avoir beaucoup de questions, Debbie. Oui, on est prêt. Merci beaucoup, Linda et Debbie. Avant de commencer, nous aimerions prendre un peu de temps pour reconnaître respectueusement que notre bureau, situé à Ottawa, se trouve sur le territoire non cédé de la nation algonquine Anishinaabe. Avant que cette terre ne devienne une ville, elle était une demeure et un lieu de présence du peuple algonquin Anishinaabe depuis plus de 8000 ans. En tant que non-autochtones vivant sur cette terre, nous avons la responsabilité d'apprendre l'histoire des Premières Nations, de respecter leur culture et de connaître leurs douleurs et notre responsabilité dans celle-ci. La reconnaissance de ce passé peut être inconfortable, mais sa découverte de notre passé et la façon dont nous continuons à en tirer profit implique le devoir de grandir et de changer pour faire mieux. En travaillant au changement, nous pouvons espérer que notre cheminement nous guidera vers un avenir pacifique, inclusif et respectueux. Au début de chaque webinaire, nous aimons vous présenter notre déclaration d'équité qui énonce clairement nos attentes à l'égard des participants. Je vous invite à prendre le temps de lire la déclaration que vous trouvez en cliquant sur le lien dans le clavardage. Comme il est indiqué, l'Institut professionnel de la fonction publique du Canada s'efforce de créer un climat respectueux, sécurisant et inclusif où nous nous sentons tous bienvenus et valorisés et nous sommes encouragés à apporter notre contribution et à aider les autres à faire la même chose. Merci de participer à cette belle initiative d'inclusivité. Bon, on commence bientôt, mais voyons un peu comment fonctionne notre plateforme Zoom. Comme on a beaucoup de participants, nous avons désactivé tous les micros afin d'assurer la qualité du son, y compris ceux qui regarderont le webinaire plus tard. Si vous avez des questions ou des problèmes techniques, vous pouvez communiquer avec ma collègue Andrea par le clavardage. Elle pourra vous aider. Juste à noter que le webinaire est enregistré et un lien va être envoyé à tout le monde bientôt. Bon, comme Debbie l'a mentionné, la COVID-19 a vraiment amplifié la dangerosité de la situation dans les établissements de soins longue durée au pays. Depuis des années, les syndicats, les médecins, les militants et militantes et leurs familles tirent la sonnette d'alarme et exigent que nos gouvernements provinciaux et fédéraux prennent ce problème au sérieux. Depuis que la pandémie de COVID-19 s'est installée,
Nous avons vu avec horreur les taux d'infection et le nombre de décès grimper en flèche chez les personnes âgées résidant dans les établissements de soins longue durée. En tant que présidente de la Fédération canadienne des syndicats d'infirmières et infirmiers, Linda Salis soutient ses membres dans leur lutte contre cette pandémie et les conséquences catastrophiques d'années d'inaction en matière de soins longue durée. Merci encore d'être là avec nous aujourd'hui, Linda. Pouvez-vous nous donner une idée de l'impact de la COVID sur les soins de longue durée? Qu'en disent vos membres? Comme tu le mentionnais, Catherine, ça fait des années, on doit même dire 20 et on pourrait aller jusqu'à 30 années passées, où ce qu'on doit vraiment donner reconnaissance à tous et ceux et celles qui travaillent dans le domaine des soins de longue durée, car le système a changé complètement. Longtemps passé, nous avions des patients ou des résidents, des personnes âgées à 4 différents niveaux. Le premier niveau était des personnes qui avaient probablement leur auto dans le stationnement, pouvaient sortir, s'arrangeaient vraiment bien. Et ceux au 4e niveau étaient vraiment malades, avaient besoin des soins de santé. Et c'est là où on se trouve. On a un système qui a été basé dans les années 70, mais on est en 2021, rien n'a changé. Il faut vraiment avoir des discussions au Canada, qu'est-ce qu'on fait avec nos personnes âgées qui sont malades, mais aussi comment est-ce qu'on va regarder à vieillir au Canada. Les impacts et surtout les impacts avec des compagnies privées comme Revera, ça a été sur les travailleurs de la santé, moins d'emplois à temps plein, moins de sécurité, ils doivent travailler dans plus qu'une unité, aucune protection, aucun bénéfice, et je pourrais continuer sur tous les équipements de protection personnelle, les PPE qu'on appelle facilement, mais c'est là où eux, ils sont en sont. Il faut se rappeler que quand on parle des soins de santé, que ce soit avec les personnes âgées ou dans nos hôpitaux, il faut vraiment des êtres humains pour s'occuper des êtres humains. Et on a oublié ça en soins de longue durée. Quand tu regardes qu'une préposée aux soins a peut-être 6 minutes à préparer sa personne âgée. Ça, c'est nos parents, nos grands-parents qui sont là. Et imaginez-vous être obligé de se préparer dans 6 minutes. C'est tout revenu sur une question de soins. Hier, quand on faisait la session en anglais, on a aussi reçu que CAI, l'Institut de l'information en santé, a sorti un rapport où ce qu'ils nous ont dit clairement qu'est-ce que les résultats de ne pas avoir porté attention dans les soins de longue durée, nos personnes âgées. Au Canada, 69% des décès de COVID-19 ont été dans les soins de longue durée. En travers du monde, c'est 41%. On est 27% plus haut que le reste du monde, puis on parle juste des pays riches ici. Alors, on a beaucoup à faire et on va en parler plus tard. Puis, comme tu nous expliquais, on voit vraiment la différence évidente entre les taux d'infection par COVID et les décès excusez-moi, dans les établissements de soins longue durée, privés à but lucratif et ceux qui sont publics et à but non lucratif. Par exemple, une étude du journal de l'Association médicale canadienne sur la première vague de la pandémie nous a révélé que les résidents des établissements de soins longue durée à but lucratif de l'Ontario étaient plus à risque de façon disproportionnée de mourir de la COVID-19 que ceux qui vivent dans un établissement municipal public. Peux-tu nous en expliquer la raison? Comment ça se traduit sur les conditions de travail de vos membres puis celles des personnes prises en charge? Je m'ai laissé à mute. Je n'ai jamais fait de session Zoom, c'est pour ça. Je m'excuse. Tu as nommé une étude, mais il y en a eu plusieurs depuis le mois de mars 2020. Le Toronto Star a publié des grosses études pour comparer les instituts privés et les instituts publics. SEIU, qui est un gros syndicat qui représente tous les préposés de la santé, encore plusieurs études à porter certains des foyers de soins devant les cours. Et toute la question revient à qui administre le foyer de soins? Qui a la responsabilité d'administration? Quand c'est un conseil d'administration qui est à but non lucratif, c'est un conseil d'administration soit par des citoyens, soit par des agences gouvernementales ou même par certaines religions. Mais quand c'est le privé, c'est ceux et celles
qui regarde en anglais, puis le nom m'échappe en français, j'aurais dû l'écrire, les stakeholders. C'est vraiment regarder, est-ce qu'on va faire un profit dans ce foyer de soins ici, et on doit regarder garder au profit plus que regarder aux soins. Alors, on se demande où est-ce que ça va s'en aller. Mais ce n'est pas juste en Ontario. Beaucoup disent, oh, l'Ontario, l'Ontario. On a vu les mêmes éclosions dans les foyers privés au Québec, en Colombie-Britannique, en Alberta, en Saskatchewan. Alors, ça a été un problème national. Merci beaucoup, Linda. Et je vois que Oui. Si je peux ajouter, je vois que nos magiciens sont en train de mettre les mots appropriés dans le clavardage. Je vous remercie beaucoup. Merci tout le monde. Stakeholders intervenants. C'est génial. On a déjà de la participation de nos membres, puis c'est même pas encore la période de questions. Puis, un des aspects les plus dévastateurs de tout ça, c'est l'impact sur les familles. Je sais que j'ai entendu beaucoup d'histoires, j'en ai vécu moi-même, de familles qui normalement comblent les lacunes des services en s'occupant de leurs parents ou de leurs grands-parents qui se sont retrouvés soudainement séparés d'eux à cause de la pandémie. Quel a été l'impact pour toutes ces familles-là? Oui, je ne peux pas m'imaginer. Je ne peux pas m'imaginer quand ils ont fermé les portes. Et dans certains instituts, c'est encore fermé. Il n'y a personne qui réalisait que ça allait être fermé pendant des mois et des mois. Tout le monde, il faut se replacer au mois de mars l'année dernière. On était comme dans une panique. Il fallait fermer les portes. Nos résidents, il y avait des résidents qui décédaient trop vite. Alors, une des façons, c'était de fermer les portes. Mais en fermant les portes, on perdait environ 30-35% d'une main-d'œuvre qui était là. Parce que les familles, les bénévoles qui aident dans nos foyers de soins, si tu as déjà été dans un foyer de soins, ceux et celles qui vont aider leur mère, leur père, leurs grands-parents, soit avec les soins de tous les jours ou donner les repas, ça porte un sens de sécurité à cette personne-là. Ça met un sourire sur leur visage, ça les aide à passer à travers de la journée. Et du jour au lendemain, c'était parti. Du jour au lendemain, on s'attendait à une force ouvrière qui était déjà à bout de souffle, qui n'était pas bien protégée point de vue d'équipement de protection personnelle et qui était stressée de s'occuper encore plus ou de mettre un iPad devant ces personnes âgées-là. Alors, ça fait un gros dommage non seulement aux personnes âgées, au personnel, mais aux familles qui, encore un an passé, sont encore très stressées. Alors, on travaille beaucoup avec les foyers de soins maintenant et les gouvernements pour dire comment on peut faire mieux. Ce serait très facile d'équiper la famille, d'équiper les bénévoles avec tout l'équipement de protection personnelle pour rentrer, pour donner un soutien moral et de l'aide là. Absolument, Linda, je suis vraiment d'accord. Puis avant de céder la parole à Debbie, qui va parler de votre pension, de Revera et de ce que l'Institut prévoit faire, j'ai un petit sondage pour vous. Vous allez voir bientôt 2 questions à l'écran. Donc, la première question, avez-vous un proche qui vivait en établissement de soins de longue durée durant la pandémie? Choisissez une réponse. La deuxième question, avez-vous un proche qui vivait dans un établissement de soins de longue durée? Revera. Si vous ne voyez rien qui apparaît à l'écran, c'est peut-être juste une question de vos paramètres. Donc, vous pouvez mettre votre réponse dans le clavardage, juste à noter que ce n'est pas anonyme quand on le fait. On va laisser juste quelques instants aux gens pour répondre. Bon, parfait. Alors, si on regarde les gens ici sur l'appel, bon, alors, on a des gens qui ont, oui, qui ont eu des proches qui vivaient en établissement de soins longue durée. Puis, on n'a pas de personnes sur l'appel qui ont que leurs parents restaient dans les maisons Revera, mais je pense que l'information que Linda et Debbie vont nous donner aujourd'hui va être très importante pour ceux qui le considèrent peut-être. Bon, Linda, avez-vous un proche, vous, dans un établissement? Non, tristement, ma mère était dans un établissement de santé, mais elle est décédée 2 ans passés. Alors, c'est un stress de moins durant cette pandémie-là. Oui, Merci. moi, je suis contente aussi de rapporter que ma mère et mon père, mes parents, vivent chez eux à leur propre maison. Et
la situation à Toronto, c'est difficile, mais au moins, ils ne sont pas dans un établissement difficile. On voit que tout le monde a vraiment des réalités différentes. Puis, revenons à Rivera, à notre campagne pour la laisser faire passer en propriété publique. Cet automne, la présidente de l'Institut, Debbie, qui est avec nous aujourd'hui, a envoyé une lettre au président du Conseil du Trésor, l'honorable Jean-Yves Duclos. Debbie, pourrais-tu nous parler un peu de cette lettre et nous dire qu'est-ce qui t'a incité à passer à l'action? Ce qui se passe dans les établissements de soins de longue durée est abominable. Je sais que beaucoup de nos membres ont été choqués et bouleversés d'apprendre que notre régime de retraite est l'unique propriétaire de Revera, l'un des plus grands exploitants d'établissements de soins de longue durée à but lucratif. Nous croyons que bonifier nos pensions sur le dos des personnes âgées qui reçoivent des soins de mauvaise qualité est contraire à l'éthique. J'ai écrit au ministre Duclos ainsi qu'au président et chef de la direction d'investissement PSP pour leur signaler que l'organisation enfreint ses propres normes d'éthique et en conservant ce placement. Les réponses que nous avons reçues étaient frustrantes. Franchement, ils n'ont pas dit grand-chose et ils ne sont pas engagés à faire mieux. C'est un problème que Revera appartienne en quelque sorte à notre régime de pension et pas seulement parce que ces installations sont dans un état lamentable et qu'on y donne des soins de qualité inférieure. Le modèle d'affaires à but lucratif de Revera représente tout ce contre quoi l'Institut se bat. Nous savons que la sous-traitance des services informatiques dans la fonction publique fédérale est un gaspillage à faire perdre en efficacité et la même chose est vraie dans le soin de longue durée. Nous avons lutté pendant des dizaines d'années pour défendre les services publics, y compris les soins de santé. En janvier, un rapport d'un groupe de recherche sur la responsabilité fiscale internationale a révélé que Revera prend des mesures extrêmes pour éviter de payer de l'impôt au Royaume-Uni, aux États-Unis et dans d'autres pays. Le rapport continue non seulement de démontrer que cet investissement ne répond pas aux normes éthiques d'investissement PSP, mais il souligne également les lacunes des exigences canadiennes en matière d'information financière qui permettent ce type d'évitement fiscal abusif. L'Institut n'est pas seul dans cette lutte. Nous nous battons aux côtés de l'AFPC, de l'ACEP et de nombreux membres d'autres syndicats qui répondent à notre appel pour faire passer Revera en propriété publique. D'autres groupes à but non lucratif, comme The Leap et la Coalition canadienne de la santé, se sont ralliés à notre cause aussi. Le mouvement syndical et les défenseurs de soins de santé publique réclament avec raison depuis des dizaines d'années que des mesures soient prises pour corriger la situation de soins de longue durée au Canada. On sait que rendre Revera public ne va pas régler tous les problèmes touchant les soins de longue durée au pays, mais c'est un pas dans la bonne direction. En tant qu'unique propriétaire de cette compagnie, il faut se lever et exiger de nos gouvernements qu'ils fassent mieux. Merci beaucoup, Debbie. Puis, c'est quand même naturel de se poser des questions. On se demande peut-être, qu'est-ce que ça va changer pour le régime de pension et ma sécurité de retraite? Qu'est-ce qu'il en est? Comme Debbie l'a mentionné, Investissement PSP a des normes éthiques qui doivent être respectées. Ces normes ne servent pas juste à déterminer si un investissement est moralement bon ou mauvais, mais aussi à établir si les actions de l'investissement, bonnes ou mauvaises, le rendent financièrement risqué. De même, si on fait abstraction du fait que des gens meurent à cause de la mauvaise qualité des soins médiocres qu'on donne dans ces établissements à but lucratif, l'accumulation de dizaines de procès contre Revera, il y en aura d'autres, pour faire plonger cette société dans une période difficile sur le plan financier. Compte tenu du rapport sur la responsabilité fiscale internationale en matière d'évasion fiscale qui s'ajoute à tout ça,
Revera pourrait vraiment avoir des problèmes à l'avenir et par extension, les investissements de nos régimes de pension aussi. Vous vous demandez peut-être aussi si ça pourrait arriver. Honnêtement, c'est pas si facile de ça de répondre à la question, mais c'est certain qu'il est urgent de s'en occuper. Nous demandons au gouvernement fédéral de faciliter les pourparlers entre Investissement PSP et les ministères provinciaux de la Santé pour que cette compagnie cède ses établissements de soins longue durée au secteur public et qu'ainsi la vie des personnes âgées soit protégée. Les épidémies continuent de ravager les établissements de soins longue durée à but lucratif dans tout le pays. Les gouvernements interviennent donc. En Ontario, en Colombie-Britannique, au Manitoba et au Québec, les gouvernements ont temporairement pris en charge la gestion des établissements de soins longue durée privés où beaucoup de décès d'infections sont survenus ou supplés à leur gestion. Et Justin Trudeau a déclaré qu'on peut tout envisager quand on a à relever des défis en soins de longue durée. Le gouvernement fédéral peut et devrait regarder de près cet investissement et faciliter les discussions pour que tout aille bien. Mais on ne peut pas y arriver seul. Comme disait Debbie, les syndicats et d'autres défendeurs des droits demandent que Revera soit cédé au secteur public. Notre appel est de plus en plus fort. Nous avons besoin de votre aide, ça pourrait vraiment faire la différence. Les campagnes publiques sont efficaces pour obliger les gestionnaires des régimes de pension à rendre des comptes. Par exemple, en 2019, le régime de pension du Canada a arrêté d'investir dans les prisons américaines qui géraient des camps de détention de migrants à but non lucratif grâce aux pressions de l'opinion publique. C'est pourquoi nous sommes enchantés de voir autant de monde en ligne aujourd'hui, prêt à faire campagne avec nous. Bon, là-dessus, j'aimerais vous donner l'occasion de poser quelques questions. Je sais que ça fait beaucoup d'informations qu'on vous donne tout d'un coup, puis je vois déjà qu'il y a des questions qui rentrent dans le clavardage. Donc, si vous avez une question, vous avez simplement à l'envoyer par clavardage et je la poser directement à Debbie ou Linda. Alors, on va passer à la première question. Cassandre nous demande, ça, je pense que c'est pour toi, Debbie. En quoi la propriété de Revera enfreint-elle les normes éthiques du régime? Donc, comment ça se fait que Revera ne respecte pas les règles éthiques du régime? Il y a des normes. De nombreuses entreprises appliquent des normes environnementales, sociales et de gouvernance, des ESG, à leurs activités. C'est le genre d'information qui intéresse les investisseurs lorsqu'ils cherchent à savoir où placer leurs fonds. Ces normes ne servent pas juste à déterminer si un investissement est moralement bon ou mauvais, mais aussi à établir la durabilité financière. Alors, les normes d'exploitation de la société en font elles un investissement sur, je connais pas cet acronyme, je m'excuse, mais il faut appliquer les principes ESG à ces décisions d'investissement. Dans le cas de Revera et d'autres établissements à but lucratif et ces activités ont conduit à des taux d'infection à la COVID-19 et la mortalité plus élevée. Excuse-moi. Le reste du secteur, je vais commencer encore, je m'excuse parce que j'ai perdu mon place. Dans le cas de Revera et d'autres établissements à but lucratif, ces activités ont conduit à des taux d'infection à la COVID-19 et de mortalité plus élevés que le reste du secteur, ce qui est moralement répréhensible. J'ai des problèmes avec mon prononciation, je m'excuse. Ces conditions ont entraîné l'accumulation de dizaines de procès contre la société, ce qui pose un risque financier. Et ce n'est pas nouveau. Depuis des années, les syndicats, les professionnels de la santé, les militants, les familles tirent la sonnette d'alarme et exigent que nos gouvernements provinciaux et fédéraux s'impliquent à prendre au sérieux la question de mauvais soins des établissements à but lucratif
Et comme nous avons dit, Revera, l'investissement dans Revera, c'est simplement contre les règlements, contre les standards d'éthique, et c'est selon nous appel à le gouvernement de faire mieux. Merci beaucoup. De suivre son propre code. Merci beaucoup, Debbie. Merci beaucoup aussi à vous pour votre question. Maintenant, j'ai une question pour Linda. Il demanderait, pourriez-vous nous parler un peu plus de la situation dans les établissements de soins de longue durée privés? Je sais que ça peut être un long sujet, mais peux-tu nous en dire un petit peu plus sur leur état en ce moment? Tout le monde a vu les nouvelles depuis le mois de mars. La majorité des instituts qui étaient privés ont même eu l'aide des militaires. Alors, déjà là, on voyait qu'il y avait un problème aigu. Le problème de base, c'est que les employeurs des instituts privés comme Revera n'engagent pas le personnel à temps plein. Alors, tu avais du personnel qui travaillait dans 2-3 instituts pour pouvoir payer leur bill à la fin de la journée. Aussi, ces employeurs-là ne gardaient pas l'équipement nécessaire pour protéger les employés, pour protéger les résidents. Alors, bien entendu, le virus se propageait plus. Ces employeurs-là ne donnent pas des journées de maladie aussi. Alors, les employés rentraient travailler malades ou étaient chez eux sans journée de maladie. Mais tu sais, c'est une question de choix. Debbie parlait, point de vue de questions d'éthique, d'investissement. C'est aussi une question d'éthique, d'investissement pour les actionnaires de chaque compagnie. Ces actionnaires-là, quand ils recevaient les rapports des gérants, des gestionnaires du foyer de soins en question, ils auraient pu faire des différentes décisions. Mais non, ils étaient plus inquiets à faire des profits qu'apporter des bons soins dans les soins de santé. Alors, c'est pour ça que c'est si important pour les syndicats qui sont assis, qui siègent sur des comités qui font la gestion de nos plans de pension dans cette situation ici, ces beaux plans de pension, de décider qu'est-ce qui est notre ligne dans le sable, qu'est-ce qu'on va accepter et pas accepter, où notre argent va aller. Comme Debbie l'expliquait plus tôt avec les prisons aux États-Unis dans quelques années passées. Mais pour les foyers de soins, il y a une différente façon de le faire. Certains pays le font beaucoup différemment et c'est vraiment de regarder à mettre ça. On n'a pas eu la chance d'en parler, mais le Congrès du travail du Canada aussi fait une grosse campagne pour avoir des standards pour les soins de longue durée semblables qu'on a des standards pour le reste du système de soins de santé. Pourquoi que j'ai des standards très stricts, point de vue d'administration publique quand je vais à l'hôpital, mais quand que je suis dans un foyer de soins, j'ai aucun standard. Honnêtement, pourquoi qu'il y a des standards de soins, d'heures, de garderie pour nos petits-enfants, mais il n'y a aucun standard pour nos personnes âgées? Il faut vraiment regarder où sont nos priorités en santé, incluant nos personnes âgées. Merci beaucoup, Linda. Merci beaucoup à Jean. Debbie, une question pour toi. Les personnes âgées sont en train de mourir dans des établissements de soins de longue durée, tant que privés que publics. Lisette veut savoir comment le passage des Revera sous propriété publique améliorera-t-il leur situation? Fait que disons qu'on met Revera en propriété publique. Comme Linda avait juste dit, la situation est beaucoup mieux dans les centres qui a l'administration publique. C'est parce qu'il y a les standards, les lois, les règlements qui s'assurent leur bonheur, mais dans les établissements privés, il n'y a pas les mêmes règlements, les mêmes lois et les mêmes standards. Puis ça, c'est exactement le problème. Et les faits et l'évidence qu'on avait vu, on voit que les âgés sont mieux dans les centres publics. C'est seulement ça. Il faut avoir au moins
les mêmes standards, les mêmes situations, l'équipement protectif, les mêmes politiques pour s'assurer le bien-être de tout le monde dans les deux situations. Catherine, si je peux ajouter oui, à Debbie, même si on dit que les soins sont mieux dans le secteur public ou à but non lucratif, on a du chemin à faire. Pour tous les soins de longue durée, on doit monter le niveau de soins. Ce que la pandémie nous a montré, c'est ceux et celles qui travaillaient dans des instituts à but lucratif, comme Revera, c'est encore pire. It was, comme on dit, the bottom of the bottom. Alors, il faut monter tout le monde et il faut trouver une façon d'amener tous nos soins de longue durée sous l'enveloppe protectrice des services publics. Oui, c'est juste un pas dans la bonne direction, hein? Et c'est un pas que nous pouvons prendre ensemble. Merci beaucoup, Linda. Merci beaucoup, Debbie. Merci à tout le monde pour vos questions. Je vous rappelle, si vous avez des questions, vous pouvez nous envoyer par clavardage. Je les acheminerai à Debbie et à Linda. Bon, nous avons une question de Ali qui est pour Linda. Linda, peux-tu nous parler un peu plus de la situation ici au Canada comparée à la situation dans d'autres pays? Oui, je te remercie pour ta question. Le gros, c'est une question de priorité. On sait qu'au Canada, on dépense environ un petit peu plus que 11% du PIB, là, du produit intérieur brut, là, sur la santé. Mais quand ça arrive pour les services à domicile ou les services de longue durée, pour s'occuper de nos personnes âgées, on est à 1,3%. Si on veut augmenter la priorité qu'on donne à nos personnes âgées et leurs soins, on doit augmenter cette portion-là. On doit vraiment regarder à des pays comme la Suède, le Danemark, la Norvège, où qui sont tous en haut de 3%, 3,3, 3,4, 3,7% de leur PIB, où là, ça donne plus de priorité. Et c'est comme ça qu'on doit vraiment, c'est une question de priorité. Et on espère que cette pandémie va nous faire, en bon acadien, switcher et mettre une plus belle priorité vers nos personnes âgées. Et je dis personnes âgées, c'est aussi des personnes qui travaillent, pas qui travaillent, mais qui vivent avec différents handicaps aussi. On pense à des foyers de longue durée, c'est seulement pour les personnes âgées. Il y a tout âge qui vit dans ces instituts-là. C'est vrai. C'est un très bon point, ça. On parle souvent de personnes âgées, mais c'est vraiment pour toute la population qui en a besoin. Bon, on a une question de Alice. Alice demande, Debbie, est-ce que Revera a été un investissement rentable pendant les années? Quel est le pourcentage de rentabilité par année ou c'est une perte à chaque année? Donc, je ne suis pas sûre. Je n'ai pas la réponse à cette question. Je pense qu'il est un petit peu trop technique, mais si on l'a dans le chat, nous pouvons le suivre avec notre expert de pension pour répondre, parce que je n'ai pas les chiffres. OK, oui. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. On va passer à la prochaine question. Bon. Excusez-moi, il y en a tellement. OK, attends. Je pense que j'ai juste reçu un texte pour répondre à la question. Ah! de mon expert technique. Merci, Colby, pour ça. Il dit Revera a été un investissement rentable car il est une compagnie privée, pas sur un échange. On ignore les chiffres exacts, mais on croit que l'investissement PSP a reçu des dividendes chaque an, y compris pendant la pandémie. Par contre, il est fortement possible que Revera ait perdu beaucoup de sa valeur en raison de sa gestion incompétente et répréhensible pendant la pandémie. En outre, on prévoit que la compagnie ne sera pas rentable dans l'avenir pour les mêmes raisons.
Est-ce que ça répond bien aux questions? Absolument, oui. Merci, Colby, pour ça, parce que j'ai pas bien compris, mais je vais l'étudier avant le prochain webinaire. Parfait. OK. Alors, on a une question de Marc-Antoine. Marc-Antoine nous demande, est-ce que les gouvernements sont en train de travail à établir des standards minimums? Donc, est-ce qu'en ce moment, les gouvernements sont en train de travailler là-dessus? Oui, puis non. On sait que la science nous dit qu'on devrait avoir 4,5 heures de soins directs à chaque résident par jour. Soins directs, ça veut dire les infirmières auxiliaires et les préposés pour chaque patient. Les lois, l'Ontario est en train de mettre une loi que ça va être 4,1. Le Québec regarde la même chose, mais il regarde dans 4, 5, 6 ans. Il y a personne qui est en train de regarder qu'est-ce qui a besoin d'être fait aujourd'hui. Et quand tu regardes qu'il n'y a pas une province, il n'y a pas un territoire qui se rend au 4,1, never mind le 4,5 qui est recommandé. Certaines provinces, c'est aussi bas que 1,8, 1,9 heures de soins à part chaque résident. Alors, on a beaucoup de travail à faire, mais ils les regardent. Maintenant, est-ce que le gouvernement fédéral regarde à des standards nationaux? Encore, c'est oui puis non. Le premier ministre parle qu'on doit avoir des standards. Les provinces, territoires disent oui, si tu vas nous donner des standards, tu aussi bien nous donner de l'argent pour adapter ces standards. Et nous sommes complètement en accord avec ça. On a besoin des standards nationaux et avec un financement stable pour nos foyers de soins de longue durée et nos soins à domicile. Merci beaucoup. Bon, on a encore le temps pour deux petites questions. La prochaine question vient de Mélina. Mélina nous demande, quelle est la position du syndicat par rapport aux soins à domicile? Est-ce qu'on pourrait investir notre fonds dans ce genre de soins? Debbie, as-tu une réponse pour ça? Je pense que Linda a une réponse pour commencer. OK, parfait. Linda? Non, les standards doivent autant être appliqués à les soins à domicile, soit la protection des employés qui travaillent là et les soins reçus des clients. Mais est-ce que le syndicat va investir? Ça va être une question pour Debbie. Well, c'est une question difficile. On va appuyer nos membres de faire le support pour leur famille et leur dépendance, c'est sûr. Mais je ne suis pas certaine si on va faire une campagne ou prendre une position ferme, mais certainement, on va appuyer nos membres de faire ce qu'il faut faire, de prendre soin de leur famille. Ça, c'est certain. Et je pense qu'il y a les différentes façons de le faire, mais comme on a dit, il faut avoir le même règlement, les mêmes lois, les mêmes standards pour s'assurer que n'importe où on a le bien-être de nos âgés. Mm-hmm. Merci beaucoup. Bon, on a notre dernière question. C'est James qui nous demande, c'est une question pour la consoeur Linda Silas. Pouvez-vous nous dire si la Fédération canadienne des syndicats d'infirmières et d'infirmiers a officiellement endossé la campagne Rendons Rivera publique? Oui, comme Debbie le disait, c'est plusieurs syndicats et ça fait quand même quelques mois que la campagne est commencée. Je vais vérifier avec mes magiciens au bureau pour s'assurer qu'on le remet sur nos médias sociaux plus récemment. C'est important. C'était un gros soulagement pour tous les travailleurs qui travaillent dans ce domaine-là quand l'Alliance, quand l'Institut et les autres syndicats de la fonction fédérale ont dit « Wow, on ne savait pas et on va changer les affaires ». Et c'est ça ça a été un support moral et maintenant, c'est une action politique de tous les travailleurs, travailleuses.
Oui, et même si Linda est une bonne amie de moi, je pense que ses membres vont être chicanés si elle se représente une position comme ça aujourd'hui sans leur appui. Oui, exactement. Merci beaucoup, Linda. Merci beaucoup, Debbie. Merci à tout le monde aussi pour nous avoir envoyé vos questions. Oh, excuse-moi. Catherine. Vas-y, Debbie. Debbie? Debbie? Excuse-moi, il y a un problème. Vous avez un problème technique, je pense, Catherine, parce que ça gelait un petit peu pendant votre... Ouais, est-ce que vous m'entendez mieux, là? J'ai eu un message que mon Internet, la connexion était instable tout d'un coup. Excusez-moi, est-ce que vous m'entendez mieux, là? Oui. Oui? Oui. OK, parfait. J'ai ouvert la porte du bureau. On va espérer que ça nous donne un petit peu plus de signal Wi-Fi. Bon, donc, merci à tout le monde pour vos questions. On va continuer. On va continuer pour la dernière partie de la présentation. Ah bon. Mais... Gèle encore. OK. Moi, je vais juste commencer. Oh. Est-ce que vous gelez encore? Est-ce que je gèle encore? Oui. Mais si vous voulez, je peux juste commencer mes mots de fermeture. Est-ce que ça, c'est le point? On voulait juste parler un petit peu des actions qu'on devrait faire. Okay. Est-ce que c'est mieux maintenant? Oui. On va espérer, je ne sais pas si c'est la pluie, mais on va espérer que ça Bouge pas. Okay. Bouge pas. Je bouge pas. Je bouge pas. Bon, alors, comme je disais plus tôt, on avait vraiment besoin de votre appui puis de votre voix pour amplifier notre appel à rendre Revera public. Voici 3 choses que vous pouvez faire dès maintenant pour nous aider à garder notre élan. Donc, premièrement, si vous n'avez pas encore eu la chance de signer notre engagement de campagne, faites-le maintenant. Vous allez trouver le lien vers l'engagement dans le clavardage. On a déjà reçu plus de 3000 signatures de soutien. Il faut continuer comme ça. Deuxièmement, n'oubliez pas de partager l'engagement. Vous pouvez l'afficher dans vos médias sociaux, l'envoyer à vos collègues, dans votre groupe de discussion, l'envoyer par texto à quelqu'un. C'est vraiment comme vous voulez. Nous demandons à ceux et celles qui signent l'engagement de demander à 5 amis de le signer aussi. Vous verrez des messages Facebook et Twitter déjà rédigés et prêts à afficher dans le clavardage. Finalement et surtout, vous pouvez envoyer un courriel à votre député. Nous avons mis un outil de soutien super facile à utiliser. Le lien va être aussi dans le clavardage, puis on demande de le partager avec 5 de vos amis aussi. Ces 3 choses sont vraiment rapides et faciles et des choses que vous pouvez faire dès maintenant pour nous aider avec notre campagne. Mais ça ne fait rien que commencer. Dans les prochaines semaines, nous allons avoir besoin que les membres en fassent un peu plus. Par exemple, en parlant à plus d'amis et de collègues, en faisant des appels téléphoniques. Embarquez-vous. Maintenant, vous allez voir bientôt un sondage à l'écran. Et puis, tout simplement pour essayer d'éviter un problème technique dans le futur, je vais fermer ma caméra. Bon, alors, vous allez voir le deuxième sondage apparaître à l'écran. Donc, si vous ne voyez pas le sondage apparaître à l'écran, c'est tout simplement parce qu'il y a sûrement un problème de paramètres, mais vous pouvez répondre par chat. Donc, le sondage. Pouvons-nous compter sur vous pour appuyer notre campagne Rendons Revera public? Cochez toutes les réponses qui s'appliquent. Donc, on va laisser quelques temps. On veut juste savoir si vous serez prêts à nous supporter pour la campagne. On va laisser encore quelques temps aux gens. Bon, merci beaucoup. Comme je vois, il y a plusieurs personnes qui sont prêtes à nous supporter. Donc, c'est d'excellentes nouvelles pour Debbie et puis pour Linda, puis pour toute la population canadienne, dans le fond. Puis maintenant, avant de terminer, Linda et Debbie, avez-vous des commentaires? Linda? J'étais pour mettre dans le clavardage, c'est très facile. J'ai déjà signé, mis sur Twitter. Je l'ai fait en français. Hier, on était trop occupés dans nos répondages de questions. Je n'ai pas eu la chance, mais je vais continuer mon organisation aussi. Je vous félicite parce que c'est vraiment mettre une ligne dans le sable pour protéger votre argent
mais aussi protéger nos personnes âgées. Et Debbie, je te lève mon chapeau et bonne chance avec la campagne. Merci, Linda. D'abord, j'aimerais remercier Linda d'avoir parlé avec nous de cette importante question. Comme je le disais plus tôt, Revera, ça représente tout ce que l'Institut veut combattre. Nous nous battons depuis des décennies pour protéger nos services publics, qu'on parle des services informatiques essentiels que nos membres fournissent ou des soins de santé publique. Nous demandons constamment à notre gouvernement de sévir contre les fraudes fiscales et pourtant, nous apprenons que les pensions de nos membres sont investies dans une de ces fraudes fiscales. Nous demandons solidairement avec nos alliés du mouvement syndical et les défenseurs de soins de santé que Revera soit cédé en propriété publique. Et c'est le temps de passer à l'action. Les personnes âgées continuent de souffrir et de mourir dans les établissements de soins de longue durée. On ne peut pas permettre qu'il y ait éclosion après éclosion à cause de l'inaction de notre gouvernement pendant que nos pensions investies dans ces établissements font des profits. Vous pouvez faire quelque chose. Il y a 3 choses rapides et faciles que vous pouvez faire tout de suite pour nous aider dans cette campagne. Linda l'a fait, moi déjà l'ai fait. Signez l'engagement, partagez cet engagement et envoyez un courriel à vos députés. Merci encore d'être avec nous aujourd'hui, à vous tous et à Linda. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon, on arrive à la fin. Avant de conclure, on a encore juste quelques questions pour avoir vos impressions. Là encore, les réponses sont anonymes. La participation est facultative. Les résultats ne seront pas communiqués aux participants, contrairement aux autres sondages d'aujourd'hui. Vos réponses nous aideront simplement à améliorer nos webinaires et à offrir un contenu plus intéressant et pertinent aux membres de l'Institut. Vous devriez bientôt maintenant voir les questions à l'écran. Donc, la première question, sur une échelle de 1 à 5, 1 étant terrible, 5 excellent, évaluez votre impression générale du webinaire. La deuxième question, avez-vous trouvé ce webinaire inclusif? Instructif, je suis désolée. La troisième question, quel âge avez-vous? Donc, les réponses sont anonymes. On va laisser quelques temps pour que les gens... Je dis, il faut avoir une question pour analyser ma français. C'est vraiment... ton français est excellent, Debbie, puis c'est l'effort qui compte, hein? Oui. Il faut pratiquer plus souvent. Et dans le passé, j'avais l'opportunité d'aller au Québec, d'engager directement avec nos membres français pour des fins de semaine. Puis ça, c'est des bonnes opportunités d'apprendre, mais c'est juste un petit peu plus difficile aujourd'hui. Mais merci, puis merci à tout le monde pour vos commentaires. C'est la fin de notre présentation. Merci pour vos questions, d'avoir participé. Désolée. Si vous avez encore des questions, vous pouvez nous écrire à l'adresse à l'écran. Nous allons les acheminer à la personne appropriée. Aussi, le webinaire a été enregistré. Tout le monde va recevoir un lien bientôt. Donc, là-dessus, je vous souhaite une excellente journée. Puis merci à Linda et à Debbie. Merci.